Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du Barbecue par les RH. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il y a un sujet qui est ultra important pour l'évolution de notre société en 2023 et même dans les années à venir pour notre futur. C'est le sujet de l'inclusion. Et l'inclusion en entreprise qui, à mon avis, et on va en parler aujourd'hui, peut servir à faire avancer la société dans sa globalité. Et pour parler, pour échanger sur ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maude Grenier. Salut Bon, bah, Maude, écoute, comment ça va? bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis super ravie d'être avec toi aujourd'hui, Nicolas. Merci d'être présente. C'est moi, ça me fait super plaisir parce qu'on échange ensemble depuis pas mal de temps sur plein de sujets différents. Et je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Donc on va en parler aujourd'hui. Et je suis vraiment très heureux de t'avoir parce que pour moi, tu es la personne idéale pour parler du sujet. Donc je suis vraiment très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite. Et déjà pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître, est-ce que en quelques minutes, tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Donc déjà, moi, je viens du sud-ouest de la France. Je viens d'un tout petit village à côté de Cognac, d'une famille plutôt rurale, donc grandi autour des vignes, on va dire, et du monde rural. Et donc, très jeune, à 14 ans, j'ai une quête identitaire à faire sur moi, puisque je me suis rendu compte que j'aimais les femmes. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que ça a été pour moi un moment fort, un moment difficile aussi, et il fait partie, en fait, de la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans, et donc on parle, voilà, c'est il y a 20 ans, tu imagines? Donc pour, une jeune génération, ça paraît un peu fou, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on était dans une société qui était aussi différente au niveau de ces sujets-là. C'est des sujets qu'on parlait jamais à la maison, je parlais jamais au lycée, et donc moi, j'ai dû découvrir cette attirance, la comprendre, et aussi, «vivre avec» entre guillemets, puisque, le regard des autres, surtout quand on est jeune, est important. Et donc, par exemple, tu vois, je me suis inventé une seconde vie, je me suis inventé, des copains, donc pour un petit peu cacher cette attirance et cette, entre guillemets, «différence» qui est pour moi je est une normalité. En fait, la normalité n'existe pas. On est tous différents, dans nos comportements et dans nos croyances, et donc voilà, donc ça fait, en tout cas, c'était une étape importante dans ma vie, et je me suis émancipée, de mon état, jeune, donc de ma campagne, on va dire. Voilà, j'étais une campagnarde LGBT+, si on peut le dire comme ça, et donc je me suis émancipée grâce au voyage, et le voyage, en fait, a changé ma vie, et ça, c'est vraiment un élément important. C'est que le voyage, donc je suis partie notamment à Miami. J'ai fait un prêt bancaire, j'ai, construit un projet pour me donner, en tout cas, la chance de partir à l'étranger, donc aux États-Unis, à Miami, où, j'étais au zoo de Miami, donc je nourrissais des lémuriens en fin de vie, tu vois? Donc c'était assez dingue, mais ce voyage a changé ma vie, a changé la perfection, et je me suis dit: «Beh, voilà, il faut que je m'ouvre au monde, il faut que j'aille, en tout cas, à la découverte, à ma découverte, à la découverte du monde», et donc pendant toutes mes études et encore aujourd'hui, c'est un point qui est important. Donc tu vois, je suis allée en Laponie, en Finlande, je suis allée, en Moldavie dans les caves de Cricova. Tu vois, j'ai vraiment expérimenté, rencontré du monde, saisi des opportunités, qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir plus confiance en moi, et de voilà, d'être forte aussi dans mes valeurs et dans mes croyances. Et progressivement, moi, à la base, tu vois, je voulais faire de l'humanitaire parce que je me disais, bah, le voyage, et puis j'avais cette sensibilité, en tout cas, de vouloir apporter, avoir un impact positif dans le monde. Et malheureusement, tu vois, le jour de mon master, on m'a dit: «Bah, écoute Maud», je m'en souviens encore, j'étais à Marseille, en plus j'avais déménagé, enfin, j'avais fait beaucoup d'efforts. On m'a dit: «Écoute, ton master n'aura jamais lieu». Et ça a été aussi un point difficile parce que voilà, c'est un peu la douche froide. Et on était en octobre, donc tous les masters étaient finis, quoi, tu vois? C'était la fin des candidatures, c'était fini. Et là, j'ai eu la chance, donc un rebond où je me dis: «Voilà, il y a un master RH qui se trouve en apprentissage. Si tu trouves une entreprise, beh, vas-y, on te prend». Et donc c'est comme ça que j'ai pris le train, on va dire, du monde du RH et du monde du recrutement. Et donc j'ai trouvé une alternance dans une PME, puis après j'ai fait mon apprentissage chez Safran, qui m'a aussi ouvert la porte de la technologie, on va dire, puisque j'ai recruté des profils très techniques, notamment alternants et stages. C'est comme ça un peu qu'on commence dans le monde du recrutement. Et après, j'ai eu un parcours, donc j'ai fait un VIE, donc dans le monde du recrutement, donc qui a été assez intense, notamment dans des agences, dans des ESN. Après, j'ai eu une aventure entrepreneuriale, je suis retournée dans le monde du salariat,
Et après, j'ai navigué dans l'environnement des startups où voilà, c'était des challenges RH aussi très intenses. Où là, tu vois, j'ai appris cette compétence RH en plus. Et là, depuis 2 ans, tu vois, je me suis lancée à mon compte. J'avais ce rêve de liberté de parole financière et de temps. Et donc, depuis 2 ans, j'accompagne aujourd'hui des startups dans leur problématique RH et recrutement. Et là, très prochainement, je lance aussi une formation pour accompagner les freelances RH et recrutement à lancer, à accélérer leur activité parce qu'on a des métiers très experts. Et donc, la partie un peu business peut être un peu chinois pour nous. Et donc, j'ai envie d'accompagner ces entrepreneurs, en tout cas, à réaliser leur rêve de liberté. Trop cool. Un parcours riche quand même, parce que comme tu le disais, tu as 35 ans, un parcours très riche de la fille qui est partie de Cognac. T'es partie à quel âge de Cognac du coup? Alors, c'était à côté de Cognac, hein, c'était vraiment un tout Oui, petit oui, village, enfin à 3000 côté de Cognac. habitants. Je veux dire, c'est Barbezieux, voilà, je veux dire le nom. Barbezieux. Moi je connais parce que nous on Voilà, est dans le sud-ouest, mais Barbezieux, c'est voilà, vrai que c'est petit. voilà. Voilà, c'est tout petit. Il y avait un lycée, tu vois, qui regroupait toute la région, donc c'était assez tout le monde se connaissait. C'était un environnement assez cloîtré, assez Mm. compliqué quand même pour une jeune femme comme moi d'aller découvrir un peu sa quête identitaire Et donc du coup, t'es partie à quel âge de là-bas? à 18, de 18 ans. Ouais, donc de la fille qui est partie de 18 ans jusqu'à maintenant, t'as quand même eu Mmh. un parcours chargé quand même Ouais, entre tes voyages, ouais, tes formations et tout. Ça t'a permis comme tu dis, de te découvrir, de t'affirmer et de voir que, mmh, je pense, la différence qui était une différence entre guillemets à Barbezieux, bah, elle n'est pas en fait dans la vie de tous les jours ou pas. Justement, c'est ça un petit peu aussi la question et ça va être le mmh, sujet du jour. C'est que pour toi, c'est quelque chose qui est naturel parce que, comme tu dis, pour toi, c'est quelque chose qui est normal. Pour beaucoup, je pense aujourd'hui, les mentalités, à mon avis, évoluent, mais encore une fois, on en parlera. C'est quelque chose de normal, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je conçois depuis toujours, mais c'est pas le cas de tout le monde et on s'en aperçoit. Et plutôt, les personnes qui sont touchées, c'est ces personnes comme toi qui justement le vivent au quotidien, qui sont plus touchées par ça. Alors, du coup, je vais te poser la première question. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises qui sont inclusives, mais au final, pour toi, c'est quoi l'inclusion? Parce que on range mmh. plein de choses à l'intérieur, on range plein de thèmes, plein de sujets. On range le handicap, la diversité, la parité, tout ça. On range plein de termes à l'intérieur. Mais pour toi, l'inclusion en tant que telle, c'est quoi? Donc comme tu le dis, il y a plein de terminologies et je pense qu'il faut revenir sur la base. Tu vois, quand on parle de diversité, une diversité, tu vois, est relative à une personne, tu vois. Et donc, il y a un éventail de dimensions. Tu vas avoir la diversité fonctionnelle, donc là, en effet, qui est liée à un handicap, par exemple. Tu vas avoir la diversité culturelle. Donc ça, c'est, tu vois, l'existence de différentes cultures, de nationalités. Tu vas avoir la diversité linguistique, la diversité sexuelle ou du genre. Tu vois, donc, et ça, c'est vraiment relatif à la personne. Alors que l'inclusion, tu vois, elle est relative à la collectivité. Donc c'est vraiment créer une culture qui va promouvoir l'équité, qui va célébrer, respecter, accepter la différence. Et donc, pour moi, tu vois, une culture d'entreprise inclusive et où l'inclusion, ça, c'est une société ou une entreprise qui met en valeur les différences de chaque individu ou de chaque collaborateur. Tu vois, donc en d'autres termes, tu vois, elle donne vie, en fait, à la diversité. Et pour toi, elle donne vie à la diversité de quelle manière? Parce que tu dis, elle met en valeur. Mais est-ce qu'on Oui, oui. on peut considérer qu'une société est inclusive? Et tu vois, c'est une question que je me pose souvent, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de te la poser. Euh, Oui, oui. Est-ce qu'on peut estimer qu'une société est inclusive parce qu'elle met en avant justement les diversités qu'il y a à l'intérieur de sa structure? Ou est-ce que plutôt elle serait inclusive en mettant justement tout le monde sur un pied d'égalité et en ne mettant aucune diversité en valeur, mais en les acceptant et en traitant tout le monde d'un point de vue purement égalitaire? Non, c'est plutôt le premier point. Pour moi, en tout cas, tu vois, l'être humain est imparfait, tu vois. Donc, tu peux pas, en fait, et chacun est libre, hein. Chacun est libre de ses expressions à une certaine limite. euh, et dans la vie privée, chacun, tu vois. Et donc, il y a le côté aussi où quand tu es dans une entreprise, tu es dans une entreprise privée, tu es avec d'autres personnes, donc tu es en collectivité, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment le premier point. Donc, pour moi, une entreprise qui promeut, tu vois, la diversité, euh, est une société inclusive, mais aussi n'est pas forcément inclusive, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment
l'inclusion, c'est une entreprise qui va vraiment mettre en avant la diversité au sens propre du terme, tu vois? D'accord. Et donc, du coup, pour toi, c'est quoi, concrètement, ça serait quoi une action d'une société qui sera inclusive? Bah, tu plein de choses, tu vois? Tu peux, par exemple, déjà en termes un peu RH, c'est déjà avoir une politique de diversité, tu vois? Et donc, par exemple, tu peux mettre en place une charte, d'agissement, sexiste ou, harcèlement moral et sexuel et de définir, en fait, qu'est-ce que c'est un comportement déplacé dans l'entreprise, tu vois? Et déjà, rien que de faire ça, de poser des mots et que chaque collaborateur qui vient dans l'entreprise signe cette charte, ça montre que, OK, il y a des codes, il y a un cadre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'entreprise et elles sont listées, tu vois? Et donc ça, pour moi, tu vois, ça fait partie d'une politique de diversité, parce que, beh, voilà, il y a des hommes et des femmes et maintenant, voilà, il y a aussi, d'autres diversités de genre, et il faut en tout cas se respecter les uns et les autres. Chacun a des sensibilités différentes, comme, je te l'ai dit et que par exemple, quelque chose qui peut être anodin pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et donc l'objectif, c'est de donner ces codes dans l'entreprise, car une entreprise qui est une collectivité, on n'est pas dans la sphère personnelle et donc il y a des règles et des choses à respecter. Je trouve ça cool, tu vois, de vouloir mettre en avant ces choses-là, d'un point de vue un peu plus général et Mmh. mais d'un point de vue, en fait, on va dire, purement, opérationnel, si on prend le Mmh. recrutement qui est censé, en fait, Mmh. justement amener à cette société qui est plus inclusive en général, tu vois, moi, j'ai toujours entre guillemets, tu vois, cette dichotomie entre le côté, vouloir faire de l'inclusion, vouloir faire, en fait, de l'égalité, avoir aucun biais et tout. Je trouve que c'est assez compliqué, comment dire? De vouloir faire l'un sans faire l'autre. Parce que, tu vois, je te donne un exemple. Moi, je suis plus, sur le côté, handicap, parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années. Je travaille avec la GFIP depuis Mmh. des années, et je sais que j'entends des trucs, moi, qui me rendent perso, ça me rend dingue. Alors que peut-être ça pourrait être des bonnes pratiques, mais perso, ça me rend dingue. C'est les entreprises, en fait, qui recherchent à recruter des personnes en situation de handicap. Moi, je dis: «Mais c'est pas ça, en fait, le système. On ne cherche pas à recruter des personnes en situation de handicap. On cherche à recruter des personnes pour leurs compétences et si elles sont en situation de handicap, si elles sont ci, si elles sont ça, si elles sont ce que tu veux, bah, là, tu Mmh. dois faire aucune différence. Tu dois juste faire en sorte, justement, de les accepter». Et donc, tu vois, j'ai cette dichotomie entre le fait de se dire: «OK, on va faire en sorte de créer une société inclusive, on va recruter des personnes qui sont issues de la diversité, quelle qu'elle soit», comme tu disais, que ça soit fonctionnel ou autre, Ouais. et ce côté, on fait pas justement ce focus, parce qu'on ne veut pas mettre un accent et faire entre guillemets, comment dire? De la discrimination positive et Mmh. on fait quelque chose qui soit complètement flat. Pour toi, ça serait quoi justement les bonnes pratiques à faire pour pouvoir avoir pour arriver justement à cette société inclusive via le recrutement? Mmh. Je pense que tu vois, déjà je peux comprendre ton point. J'étais, c'est quelque chose que je peux comprendre puisque j'étais dans ce cheminement-là aussi. J'ai changé d'avis et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, comme la société, les individus sont imparfaits et on pas on et tu vois, quand tu penses, à il y a 50 ans, voilà, les femmes pouvaient pas voter, tu vois, l'IVG, c'était il y a même pas une quarantaine d'années. Heu, Tu vois, en 50 ans, l'évolution a énormément avancé et dans 50 ans, la nouvelle génération aussi va aussi créer de nouvelles choses et donc je pense qu'en fait, une société évolue, une société grandit, il faut accepter, que la société est imparfaite. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chiffres. Mais voilà, hier, j'ai sorti un post, encore, la dernière étude là de McKinsey, il y a dans la tech européenne est malade, il y a que simplement 22 de femmes dans les métiers tech. C'est ouf, hein? Il y a encore Ces voilà, chiffres c'est sont ouf. ouf, hein. Ces chiffres sont ouf, hein, on est d'accord. Voilà, pour la partie LGBT, seulement 18 des salariés LGBT+, et moi ça me fend le cœur, sont visibles auprès de leur entreprise. Donc il y a un mal-être, Ouais. il y a des problèmes et donc en fait, les quotas, qu'est-ce qu'ils font? Les quotas, ils vont peut-être en mode pansement, mais ils vont compenser en fait ces dérèglements en fait de notre société qui est évolutive et qui grandit. Heu et voilà, il faut aussi accepter cette part, d'imperfection et tu vois? Et moi je l'ai accepté aussi, de dire: «Mais voilà, les quotas sont là pour, mettre un cadre, des règles pour s'assurer qu'il y ait, une diversité qui soit représentée dans les entreprises,
que ce soit dans le top management, donc dans le comité exécutif, ou que ce soit aussi en tant que contributeur ou contributrice individuelle, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être heureuse au travail, tu vois. Et c'est ce côté un peu bien-être qui est de plus en plus aussi important pour nous, génération, enfin moi je me considère comme la génération Y, et la génération qui arrive, où aujourd'hui on veut mettre aussi notre activité, notre métier au service de notre vie et plus l'inverse. Et Ah. donc ça, tu vois, c'est des chamboulements en fait d'évolutifs de génération. Je pense qu'au Moyen-Âge, tu vois, eux, leur premier, c'était manger Ouais, c'est ça. et de se chauffer, tu vois. Donc, c'est un peu si tu reprends un peu la pyramide de Maslow, on évolue, tu vois, et nos besoins sont différents. Donc, pour moi, aujourd'hui, les quotas sont importants. Et oui, tu vois, et j'entends, moi, des pairs RH, ben voilà, cette année, j'ai atteint le seuil, en effet, je dois recruter des personnes en situation de handicap. Et mine de rien, ça va forcer, c'est triste de le dire, mais ça va forcer les personnes à être créatifs pour trouver des solutions. Et pourquoi pas, ben voilà, on va changer de fournisseur pour prendre une association qui fait le... Et ça force dans un sens, dans un côté positif les choses, et ça permet malgré tout de faire travailler ce sujet. Mais en effet, il ne faudrait pas l'imposer, il faudrait que ça vienne de sens. Mais ça, c'est grâce à la formation, c'est grâce à l'éducation qu'on va arriver progressivement à faire grandir, à faire semer des graines dans la tête des futures générations. Et in fine, j'espère, dans 50 ans ou plus, qu'on n'aura plus besoin de ces quotas parce que ce sera normal et on n'aura plus des remarques encore assez misogynes euh, ou homophobes sur nos diversités. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, en 2023, on a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de combats à faire. Et malgré tout, les quotas permettent à un moment donné, de se dire « Ah oui, il faut que j'y pense, qu'est-ce que je mets en place ?» tu vois. Donc pour toi, le côté quota est important. Et alors, moi, je suis complètement d'accord sur le fond. Sur le fond, on est d'accord sur le côté évangélisation qui est primordial, clairement. Ce qu'il y a de ouf en plus, c'est que même enfin, moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on le sait, et en plus, tous les chiffres le montrent. Toutes les Ouais, entreprises les plus inclusives et les plus diverses sont les plus performantes. C'est celles qui sont les ouais, plus performantes, c'est celles qui ont la meilleure qualité de vie au travail, c'est celles qui ont le meilleur, enfin le plus grand bien-être. Elles ont tout. Elles ont tout pour, à mon avis, pour une bonne et simple raison, c'est que déjà, si tu es une société inclusive, c'est que ton boss, en fait, ta direction est déjà dans une certaine ouverture d'esprit. Ça, je pense que c'est une réalité. Et pour moi, enfin après, je te l'ai dit, enfin tu le sais, moi je viens d'un milieu, alors je fais souvent ce parallèle-là, ça peut paraître bizarre, mais je fais souvent le parallèle avec le rugby. Mais dans le rugby, on dit qu'on a toujours eu besoin de tout le monde. Et ce sport, en fait, a eu besoin de tout le monde. C'est-à-dire on a toujours eu besoin de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les origines pour pouvoir avancer ensemble. ouais, Et pour moi, la diversité, en fait, est une force dans le sport, mais elle l'est aussi dans la vie et dans la société, parce que c'est les différences de points de vue qui font avancer. Donc, qui dit une ouais, société inclusive dit des différences de points de vue, parce qu'on n'a pas la même approche, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, parce qu'on n'a pas le même vécu. Tu vois, toi et moi, on peut faire, si demain on fait le même métier, mais on n'aura pas le même ouais, vécu, donc forcément, tout ce qui nous constitue fera qu'on aura un angle d'approche qui est différent, même si on ouais, parle du même sujet. Donc, pour moi, c'est ça qui fait c'est la ça. force. Donc je suis Ouais. complètement d'accord avec toi que l'évangélisation est primordiale. Mais tu vois, dans ton discours, alors que je ne le suis pas au départ, tu es à deux doigts de me convaincre que les quotas sont une bonne chose, tu vois. Tu es à deux doigts de me convaincre que les quotas sont une bonne chose, et je conçois ce que tu dis, parce que je conçois que c'est nécessaire. Mais en fait, je pense que ça me fait tellement... Ça Mais m'emmerde tellement que ça soit bah oui, obligatoire, tu vois, que j'ai du mal avec ça, quoi. parce que nous, on est en avance. Toi et moi, on est en avance, tu vois, sur ces sujets-là, sur l'inclusion, la diversité, que d'autres personnes, ils ont encore ce pas à faire parce que soit ils n'ont pas vécu dans leur vie personnelle une situation précise ou sont pas forcément sensibles, éduqués à ces sujets-là, tu vois. Moi, c'est bête, mais dans mon lycée, dans mon collège, donc petit village de 3000 habitants, ma meilleure amie, donc c'est rigolo, ma meilleure amie, donc elle était vietnamienne, tu vois. Elle était la seule vietnamienne de la petite section, de la grande section, tu vois. Et je sais pas pourquoi, moi, tout de suite, on s'est, et c'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, mais euh, et c'est juste pour te dire que, en fait, et dans les petites, tu vois, dans les petites bourgades, à la campagne, c'est des sujets qui sont très compliqués parce que, c'est peut-être pas des choses qu'ils voient «tous les jours» entre guillemets, tu vois? Ils sont pas forcément, heu, tu vois, en train de vivre une situation X ou Y. Mais moi, assez jeune, tu vois, j'ai eu ma meilleure amie aujourd'hui,
Et donc, j'étais très sensible sur, tu vois, mais elle me disait qu'elle avait très mal vécu, que ça a été très dur d'être la seule, tout le monde la regardait. Enfin, tu vois, c'était pas forcément simple. Hem, mais tu vois, ça m'a ouvert l'esprit, en tout cas l'esprit de, oui, on n'est pas tous blancs, tu vois? Il y a d'autres diversités dans le monde et ça, en fait, c'est vraiment la curiosité, l'éducation qui si tu entends tous les jours tes parents qui crachent sur, telle ou telle ethnicité, bah, oui, c'est compliqué, tu vois, de grandir après. Donc je pense que, tu vois, c'est que toi et moi, on est en avance, tu vois, suite à nos parcours de vie par rapport à d'autres personnes et nous, notre rôle, comme tu dis, on a un rôle de rôle modèle, c'est d'aller, en fait, parler à ces gens-là, expliquer, convaincre, discuter, discuter, discuter et là, tu vois, moi, j'adore, tu vois, moi, il y a 20 ans, la seule représentation LGBT que j'avais, c'était, Tara dans Buffy. Tu vois? Et elle meurt, elle meurt juste après, tu vois? Où elle embrasse Willow. Aujourd'hui, tu regardes Netflix, mais tu as une variété de diversité qui est représentée. Je trouve ça génial pour les nouvelles générations parce qu'ils peuvent se dire: «Ah oui, je» comme Cendrillon, il y a eu tout un buzz négatif sur la non, c'est la petite sirène. Je Ouais. sais pas si tu avais entendu de ça. Non. Elle est, mixed race et ça fait tout un pataquès mais par contre, il y avait des mamans et des papas qui prenaient leur fille en train de regarder la petite sirène et qui était afro-américaine. Elles disaient: «Oh, mais elle me ressemble, elle est comme moi» et tu pas comment c'est, quand tu as cet âge-là de te dire: «Bah oui, tu pas que des poupées blanches, des poupées blondes», Heu, tu vois? C'est toute une question de représentativité Activité. et voilà et aujourd'hui, pour moi, on est encore au balbutiement, tu vois? C'est comme, tu as les t-shirts pour les garçons, c'est bleu avec l'aventurier, le pirate et puis pour les filles et ça, tu le vois encore plein de fois, les princesses, les t-shirts roses et cetera, tu vois? Et donc on est pour moi encore au balbutiement et on a encore beaucoup de choses à construire voilà, casser un petit peu ces codes culturels. Du coup, on a commencé à avancer sur la prochaine question, c'est-à-dire que j'allais Ouais, te dire, on parle beaucoup d'évolution des mentalités, mais pour toi, est-ce que les mentalités ont évolué? Et je vais juste enchaîner avec te dire que, par rapport à la dernière phrase que tu as dite, les petits t-shirts bleus et tout. Moi, j'ai une fille qui a 4 ans et demi, elle s'appelle Maxime. Donc c'est une fille qui s'appelle Maxime, donc tu vois, c'est pas forcément oui, commun. On n'est pas penché sur le genre particulièrement, tu vois? Nous, on s'en fout, on est ouvert à ce sujet-là et ce qu'il y ouais, a de ouf, c'est qu'on n'a rien fait pour, hein. Elle ne ouais, s'habille qu'en jupe et elle est fan de Princesse, de la Reine des Neiges, de tout ouais, ça, comme toutes les petites filles de 4 ans. Tu te dis, tu ouais, peux tout essayer ce qui est possible et imaginable, mais l'environnement, en fait, ramène à ça. Donc ça, c'est un point de vue un peu plus ouais, personnel sur une petite fille qui a 4 ans et demi. Mais du ouais. coup, quand t'en parlais, on est au balbutiement. Pour toi, est-ce que les mentalités ont quand même commencé à évoluer ou est-ce qu'on est vraiment encore au Moyen-Âge, quoi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on évolue, mais je suis pas sûr que ça soit le cas. Quand je lis tes posts de temps en temps, quand je vois, Ouais. il y a Amélie aussi qui a fait quelques posts sur le sujet. Quand je vois Ah les ouais. chiffres que vous sortez, mais je suis à chaque fois mais Ah ouais. attristé et je suis choqué des chiffres, quoi. Mmh. Moi, je pense que tu vois, moi, je crois fortement au temps long. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, quand tu penses à notre civilisation depuis notre création du monde, on a évolué, tu vois? Quand je te disais au Moyen Âge, ils avaient d'autres problématiques que celles d'aujourd'hui. On est une société qui est évolutive, tu vois? Et c'est ça aussi qui me laisse penser à être positive, c'est que oui, pour moi, les mentalités, la société évolue, les mentalités évoluent. Oui, on devrait évoluer 2 fois plus vite, mais c'est vrai qu'on est quand même 9 milliards d'êtres humains sur terre. On est à des niveaux différents quand tu prends, ce qui se passe, en Afghanistan ou en Iran, sur un corps mais très loin de là où on est nous aujourd'hui, société française. Heu, donc tu vois, pour moi, j'ai foi que les sociétés, qu'en tout cas les mentalités en France évoluent, qu'il y a encore du travail à faire, que voilà, moi je suis une éternelle optimiste, donc j'y crois fortement, tu vois, à ce côté évolution et que l'objectif, c'est que tu vois dans nos pratiques RH, cette génération et même, j'espère, celles qui nous managent aussi, tu vois, les plus seniors, si je peux employer ce terme-là, mais
réfléchissent en fait à, OK, aujourd'hui, voilà, on n'attire pas les talents comme on les attirait il y a 10 ans, tu vois? Bah, il y a 10 ans, je faisais du sourcing sur Monster, tu vois? Tu vois, qu'est-ce que je faisais? J'imprimais, par dizaines les CV, et LinkedIn, c'était l'outil d'innovation, je me souviens des cours RH 2.0, je sais pas si tu avais ça à l'époque, et c'était, l'évolution de LinkedIn et aujourd'hui, aujourd'hui, les jeunes d'avant et les jeunes d'aujourd'hui sont totalement différents avec les réseaux sociaux, avec, le téléphone portable. Moi, je pars du principe, tu vois, je suis née en 87, donc je suis née de cette génération qui ont eu les 2, qui ont eu le changement de la technologie, tu vois? Donc qui ont vraiment vu, qui ont eu le modem, qui ont eu les PC qui faisaient, 3 tonnes, les gros écrans. On a vécu la technologie, on n'est pas arrivé avec un smartphone tout de suite dans les mains et donc c'est vrai qu'on a cette capacité, je trouve, à avoir un regard critique aussi sur la nouvelle génération. Je regardais, récemment une vidéo YouTube, et il montrait, tu sais, le pad, je sais pas si tu te souviens, mon père en avait un, c'était un pad où ils prenaient leur agenda, Hein? ils avaient donné ça dans la main, je sais pas, ils devaient avoir 16-18 ans, ils me disent: «Mais c'est quoi ce truc?» Tu vois? Ouais. Ils tapaient, ils disent: «Ah non, mais je comprends pas, c'est pas possible» et comme nous, tu vois, on a vécu aussi dans cette dualité, je trouve, entre voilà l'avant et l'après, on est capable aussi d'avoir un regard critique sur la technologie et un peu les conséquences aussi négatives et aussi d'être capable d'aller utiliser ces nouvelles technologies pour aller attirer, être créatif sur la partie recrutement. Mais tout à l'heure, tu me posais une question et je voulais y répondre. C'est aussi au niveau recrutement, qu'est-ce qu'on faisait pour la partie inclusivité. Mais tout simplement, tu vois, tu as le langage inclusif qui est pour moi quelque chose qui est important et j'y crois fortement. C'est quelque chose qui va être de plus en plus normal à faire, mais déjà d'écrire des offres en langage inclusif, c'est déjà un premier point, de former les managers aux biais cognitifs, tu vas faire un process de recrutement où tu vas, toi, en sourcing, t'assurer que tu aies un pipeline divers en tant que recruteur, te dire: «Ben voilà, OK, je vais essayer, je fais un effort supplémentaire pour aller chercher, des profils divers». Tu vois? Ce sont plein de choses qui font que, tu vas progressivement faire rayonner en tout cas la diversité en entreprise et recruter des profils différents et comme tu le disais très bien, assurer cette performance aussi en entreprise. À ce sujet-là, d'ailleurs, je rebondis, hein. Alors moi, je vais faire entre guillemets «ma pub», mais parce que pour moi, je trouve que c'est un outil qui est absolument génial. Ouais, Je me suis lancé dans une nouvelle aventure avec un logiciel SaaS, de gestion des compétences, de recrutement, de mobilité interne, simplifié par l'IA et je pense que ouais, ouais. l'IA utilisée dans ce sens-là, en fait, peut être un vrai et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'aventure, peut être un biais, Ouais, ouais. pour favoriser l'inclusion. Pourquoi? Parce que l'intelligence Ouais, ouais. artificielle va regarder quoi? Va regarder une seule chose, c'est ils vont regarder les compétences, la complémentarité de profil avec les besoins de l'entreprise. Et tout ce qu'il y a à côté, ben on s'en fout. C'est pas le problème. Donc du coup, ça veut dire Ouais, qu'on va vraiment se focus sur quelle est la personne, le profil le plus intéressant pour nous et pour le oui, développement de l'entreprise. Donc bien évidemment, on sait très bien que ça enlèvera pas les biais finaux. Et sur cette partie-là, comme tu l'as dit, la formation, l'éducation, l'évolution des RH est oui, nécessaire parce que l'IA ouais, ouais, pourra proposer des profils, mais si à terme, le recruteur tu as besoin d'avoir un échange, tu as besoin d'avoir un entretien, à ouais, ce moment-là reprend les mêmes biais, forcément c'est foutu. Mais en tous les cas, ça pourra quand même proposer un panel de nouvelles personnes intéressantes et ça pourra ouvrir le champ des possibles. Donc je pense que là-dessus, ouais, l'intelligence artificielle, pour moi, est intéressante sur ce sujet. Et d'ailleurs, ouais. je vais te poser la dernière question, euh, et parce que j'ai un petit peu enchaîné. Euh, pour toi, alors tu prends le biais que tu veux, mais tu prends comment dire, la direction que tu veux, mais si on peut, enfin si on reste dans le même sujet, pour toi, le future of work, ça serait quoi? Oui, quand tu vois, juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, que les RH sont au cœur, tu vois, de ces politiques en entreprise et doivent porter le flambeau. Il faut Ouais. bien que quelqu'un porte le flambeau et la partie ressources humaines, pour moi, aujourd'hui, doit porter le flambeau. Par contre, c'est porter le flambeau, c'est pas de dire: «Ah, c'est pas mon problème, c'est toi qui le fais». C'est là, la diversité, en fait, c'est un problème, entre guillemets, pour tout le monde. Tous les salariés, tout le monde doit être, porteur aussi, de ce flambeau et accompagner les RH dans, la création, tu vois, d'une culture, inclusive et donc ça vient aussi
par les fondateurs, les fondatrices qui doivent impulser aussi cette démarche-là et pas finalement, des fois, il y a des comportements contradictoires. Je ne sais pas si tu avais un peu entendu un peu là, c'était chez Ubisoft, je crois. Il y avait chez Ubisoft, c'est ça, il y avait eu des comportements malsains, comportements sexistes auprès de femmes. Et il y a eu, voilà, au niveau du département, RH, on a fermé les yeux, du département des managers, etc., et de la team de direction, on a fermé les yeux. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi, à un moment donné, avertir et, et sanctionner s'il le faut. Donc, voilà, il faut pas être contradictoire, il faut rien laisser passer. Donc ça, Euh, voilà, c'était vraiment un point je- qui est important. On peut pas se dire qu'on a une culture inclusive si on laisse passer des comportements qui sont, je sais pas trouver le mot, mais qui sont non inclusifs, tu vois. ouais. Qui portent atteinte, en tout cas, à l'intégrité d'une personne. Et donc ça, c'est vraiment important. Sur l'évolution, le futur au voir, moi, j'ai vraiment une vision assez radicale aujourd'hui. C'est que moi, je crois à l'avènement du freelance. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, le monde du travail, comment il est, on arrive à un cycle de fin, du salarié ou de la salariée qui va arriver à 8 heures, qui va, travailler, faire sa pause, travailler, arriver à 18 heures et ou 19 heures et faire ses activités personnelles. Moi ça, j'y crois fortement que ce cycle est en train de terminer. Il y en aura toujours, hein, mais que progressivement, on va arriver sur une société d'expertise. On va avoir des experts et des expertises qui sont à leur compte, heu, qui vont gérer leur activité de freelance, d'indépendant, d'entrepreneur ou d'entrepreneuses et qui vont en fait mettre au service leurs expertises auprès des entreprises. Ça, j'y crois vraiment fortement. Et tu vois, j'avais décrypté un petit peu une étude, hein, l'étude de l'Institut Montaigne que je conseille à tout le monde de lire sur les Français au travail. Et tu avais 33% de l'échantillon qui rêvaient de devenir indépendante, dont 50% des moins de 34 ans. Tu vois. Et donc, cette génération aussi nous dit des choses fortes, nous lance des messages forts. Et il faut que les entreprises accompagnent ces changements aussi, ces mutations de travail. Et un jour, se disent pas: «Ah mince, c'est trop tard». Et donc, moi, je crois fortement que progressivement, on va arriver à cette évolution d'experts, d'expertise. Les entreprises vont potentiellement plus travailler en mode projet et moins en mode tâche. Euh, et, euh, et tout le monde sera gagnant parce que voilà, les entreprises ont des projets qui se terminent, sont pas dans potentiellement une routine, voilà, et les indépendants, les indépendantes créer une activité au service de leur vie et travailler avec les clients avec qui ils ont envie. Euh, et donc ça, tu vois, j'y crois fortement. Et donc les entreprises doivent s'y mettre voilà, ne pas avoir peur de déléguer certaines tâches à des experts, des expertes, tu vois, en indépendance, pour faire avancer des problématiques d'entreprise. Pour moi, le CDI aujourd'hui, dans quelques années, il ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aujourd'hui à la réforme des retraites à 64 ans, puisque aujourd'hui, et moi j'en fais aussi partie, j'attends pas de me dire je vais avoir une retraite, tu vois, je vais construire ma retraite. Alors bien sûr, il y a certaines professions où c'est plus compliqué et donc il faut créer un système où ben voilà, est-ce que tout le monde doit cotiser à la retraite, tu vois, et se poser des questions sur ok, on a une évolution, on a des chiffres qui nous montrent que la société évolue, que les jeunes ont une consommation différente. Et voilà, il faut qu'on crée aujourd'hui la société de demain. Et j'ai pas l'impression qu'on se pose encore aujourd'hui les bonnes questions sur le monde du travail et comment on veut travailler. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, je suis partagé, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le côté freelance parce que on voit quand même un rebond aujourd'hui. Tu sais, on voit la fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont lâchées en freelance, en indépendant, et ils sont un peu en train de revenir quand même de ce format-là parce que le salariat entre guillemets est une forme qui est un peu plus agréable, un peu plus confortable et qui est un peu plus sympa pour beaucoup.
Par contre, là où je te rejoins, et je pense que c'est là où tu as entièrement raison, et on est complètement d'accord, c'est qu'il faut qu'on invente le monde de demain. Et tu vois, j'en parlais, et c'est exactement ce que tu as dit dans ton propos. J'en parlais avec Daniel Moret de chez Golden Bees la dernière fois qu'on a fait un échange ensemble. Et en gros, il parlait de PDI. Plus de CDI, mais de PDI. C'est de projet à durée Ouais, indéterminée. Et ça, ouais, et là, tu vois, on est dans un format qui est un peu hybride. On est dans ce format qui n'est pas vraiment freelance indépendant, mais qui sont des personnes, en fait, qui vont se proposer, comme tu le dis, par rapport à leurs compétences, par rapport à ce qu'ils ont envie, sur des projets qui waouh, peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est mais ça. en mode indéterminé dans une entreprise. Donc, on est un peu Ouais, hybride entre les deux. Et je ne connaissais pas du tout comment dire, ouais, ce modèle-là. Hein, tu vois, c'est lui qui m'en a parlé. Et je trouve l'idée vraiment intéressante. Et ça, je pense que c'est une ouais, évolution qui peut être une vraie évolution et ouais. qui va clairement dans le sens de ce que tu nous dis, quoi. C'est comme les CDI de chantier, tu vois? Dans la Ouais, construction, complètement. ils ont ça, tu vois? Ils ont les CDI de chantier pour une période, indéterminée ou les intermittents du Hein. spectacle. Ils ont aussi, des contrats, qui fluctuent. Après, attention à la précarité. Mais quand même, moi, je crois quand même à ce côté indépendance. Après, ça ne veut pas dire que tu te lances en indépendant, tu as pas le droit de revenir en salariat. Et Bien ça, sûr. je pense qu'il faut être flexible avec ça. Et après, moi, c'est comme moi, je me suis lancée une fois où j'ai créé un projet pendant 3 ans, je suis revenue dans le salariat. Là, je me remets. Peut-être dans 5-10 ans, je vais me remettre en salariat parce que c'est des évolutions, en fait, de vie. On évolue dans notre vie, on a plus ou moins besoin de stabilité ou pas. Là, quand moi, je me suis remis salariat, ben ouais, j'avais envie de faire un prêt et donc je me suis remis aussi dans le salariat. J'avais besoin de plus de stabilité dans ma vie. Là, maintenant, je me sens, il y a 2 ans, je me suis dit: «Vas-y, je me remets en indépendante» et donc je pense qu'en fait, c'est vraiment avoir cette évolution, cette flexibilité et que les entreprises aussi soient flexibles sur le fait qu'un individu ou une individu n'a pas envie forcément de rester 10, 15, 20 ans dans la même société. Après, tant mieux, il y a des salariés hem, qui arrivent à s'épanouir parce qu'ils grandissent dans l'entreprise et tant mieux, tu vois? Et je pense qu'il faut de tout pour tout le monde, mais qu'il y aura en tout cas un nouveau chemin, je trouve, plus flexible, en effet sur ces PDI ou autres, où on doit trouver en tout cas une façon de travailler, voilà, de façon plus flexible, en termes du travail, ouais. Cool. Bon, on sait que les choses doivent changer et que les choses doivent évoluer. On est en tous les cas sur un chemin qui mène à ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est ce qui est stimulant aussi dans notre métier et dans le secteur dans lequel on fonctionne. C'est que ça Ouais, évolue tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. C'est assez cool. Et puis ouais. de temps en temps, on a un peu l'impression aussi, je trouve ça cool. Et là, alors c'est peut-être de l'égocentrisme ou quoi, mais je trouve que ce qui est cool, c'est que de temps en temps, on a l'impression d'être un peu acteur de ce changement. Tu vois. Et Ouais, de pas ouais. simplement être sueur, on a l'impression d'être un peu acteur de ce changement parce qu'on essaye justement de faire bouger les choses. Et je trouve ça assez stimulant et c'est vraiment cool, quoi. Tu vois, ça motive à se lever le matin. Mmh. Après, je veux juste rajouter que en fait, essayer, c'est toujours chouette et même si c'est imparfait, c'est pas grave. C'est pareil pour le langage inclusif. Lancez-vous dans le langage inclusif, c'est pas grave si c'est pas parfait, mais essayez, en fait et c'est vraiment de se dire: «Essayez» et puis quand, vous voyez qu'il y a une blague homophobe au travail, ne pas avoir peur de dire: «Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Attention, on est dans un contexte professionnel, ce que tu fais dans ta vie, perso, c'est ton problème, mais là, voilà, il y a des sensibilités, attention» et c'est vraiment de porter sa voix, et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir une personne dans un groupe qui dit des choses, tout le monde, voilà, ricane, mais c'est pas super confortable. N'ayez pas peur de parler, de dire des choses, et voilà, de dire: «Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, et je n'aime pas, cette blague», tu vois? Et c'est comme ça qu'on devient allié dans une entreprise. Cool. À chaque fois, tu as été en avance sur les questions que j'allais te poser, c'est cool. Je vais rester, on va rester là-dessus sur le mot de la fin, c'était parfait, ça m'allait très Ouais, très bien. Merci beaucoup Maud génial. pour cet échange, c'était vraiment cool, c'était vraiment très 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 bien de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je pense que ça a été Génial. super intéressant. Moi encore une fois, enfin voilà, tu défends un sujet qui pour moi je trouve hyper important. Et ce qui est cool, c'est que tu nous as montré que il y avait des choses à faire et ton espoir et ce que tu crois en l'évolution de la société, et ben, je trouve que c'est ultra positif. C'est-à-dire qu'on a mis des Ouais, mots ouais. sur un sujet qui était dur, mais tu as une vision qui est quand même positive du sujet. Donc je trouve ça très très cool. Donc merci Ouais, ouais. encore beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Peut-être à bientôt pour un autre projet, euh, pour, avec euh, pour, plaisir. pour un autre podcast, une autre vidéo. Euh, En ce qui concerne tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pouvez toujours
lâcher un petit like, ça fait plaisir, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et compagnie, enfin tout ce que vous savez. En tous les cas, moi j'ai été ravi de cet échange aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, portez-vous bien. À très vite.